C'est marrant que tu prennes aussi cette expression-là. Sur cette expression comme sur d'autres, c'est pour ça aussi que je voulais aujourd'hui qu'on parle du politiquement correct. Ouais. C'est que, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est ou tout blanc ou tout noir, quoi, en fait. Alors, le politiquement correct, déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est? Enfin, est-ce qu'on, sans le définir clairement, voilà. Je sais pas, vas-y. Pour moi, c'est aussi une affaire de socialement correct, puisque tu es en société, tu veux parler d'un truc, mais il y a quelque chose qui te retient, et tu réfléchis et tu dis, est-ce qu'il faut que j'utilise un autre mot? Donc le politiquement correct, c'est cette sorte de entre-deux où tu as peur de heurter quelqu'un, parce que tu te dis que tu sois sexiste ou non, que tu sois raciste ou non, maintenant j'ai l'impression que tout le monde a peur de dire quelque chose qui va pas. Et c'est ça le politiquement correct pour moi. Ouais, après moi je pense que sans peut-être désigner une manière de penser ou par rapport à une autre, parce que ça, je suis toujours un peu frileux sur le côté aujourd'hui on peut plus rien dire, parce que je suis pas d'accord avec ça. En tout cas en France on peut dire beaucoup de choses. Après ce qu'on nous écoute c'est encore autre chose. Mais en tout cas on n'est pas en danger de mort parce qu'on le dit. Quoi qu'en disent les conspirationnistes. Je sais qu'on peut faire cette émission en disant j'encule le président de la République Emmanuel Macron et je ne serai pas fusillé. Voilà. Oui. Donc le politiquement correct, j'ai l'impression que, si je devais le définir, ce serait plus se ranger à une pensée unique, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire se dire la pensée unique en ce moment, c'est faut pas montrer son cul, par exemple, dans une vidéo, ou faut pas dire à un politicien que c'est un connard, c'est pas correct, etc. Je parle même pas de politesse, il faut se ranger à la pensée commune, se ranger à ce qui ne dérangera pas les mœurs. Pour moi, le politiquement correct, c'est ça, c'est quelque chose une parole qui ne dérange pas. Donc elle peut ne pas déranger. Pour moi, on peut être politiquement correct si on est entouré de noirs hyper engagés pour la cause des noirs, hyper virulentes. On peut avoir du politiquement correct qui s'installe dans cette communauté-là de pensée. Et je pense que, par contre, je te rejoins sur ça, sur la notion de groupe. C'est qu'on se sent obligé d'avoir un discours formaté pour être accepté par un groupe. Mmh. Mais même des néo-nazis ont un politiquement correct à l'intérieur du néo-nazi. Je pense qu'entre celui qui dit « Putain, mais faut tous les exterminer, ces putains de mycos, ces enculés et tout », l'autre, il va être là à dire « Ah, non, moi, je veux juste qu'on soit avec moins d'immigrés, mais peut-être je suis pas comme toi, mais ouais, carrément, on va y aller. Ouais. » Et du coup, le politiquement correct, c'est un peu ça. C'est un peu, si je veux continuer à être accepté par un groupe qui me fait manger, ou qui me valorise socialement, ou qui me valorise humainement, je vais donner la parole qu'il a envie d'entendre. Comme ça, je me protège, je fais pas de vagues et voilà. Ouais, on rejoint le groupe et on suit le groupe. Mais ensuite, le politiquement correct prend tellement de formes différentes selon les époques et selon les mœurs. Tout à fait. Que ça veut pas dire grand-chose finalement, le politiquement correct. C'est-à-dire que même de dire de quelqu'un qu'il est politiquement correct, ça devient presque politiquement correct d'être dans la revendication. Je sais pas comment dire ça, mais on attend de nous, parfois, qu'on revendique. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas politiquement correct. Ça peut prendre, j'ai l'impression que ça peut prendre plein de formes, le politiquement correct. Oui, tout à fait. Et des formes beaucoup plus sournoises qu'on peut le penser. C'est toujours la désignation d'un groupe de pensée par rapport à une dissidence. Tu fais du politiquement correct. Mais lui-même, parfois, cette personne-là qui te désigne, est dans le politiquement correct de ce qui se fait dans son groupe. C'est-à-dire de dire, évidemment que je te montre du doigt, on est d'accord que là, on pense tous la même chose sur ce truc-là. Et on peut lui aussi le taxer de dire, là, tu fais du politiquement correct, en vrai, t'es d'accord avec moi, mais tu vas pas le dire parce que sinon, tu vas être désavoué par ton groupe. Donc, on peut tous être taxés à un moment donné de politiquement correct, j'ai l'impression. C'est un mot un peu fourre-tout. Ouais, c'est ça, je trouve, maintenant, oui, tous s'incluent dans ça, et c'est partout, en fait. Parce que la parole lisse, oui, bien sûr, on la reconnaît, mais c'est tellement évident que je vois même pas l'intérêt de la dénoncer, en fait. Je vois même pas l'intérêt de la mettre en lumière, même de dire il a fait du politiquement correct. Ouais, d'accord. À la base, ça vient bien de la politique, c'est une expression américaine de base, politiquement correct, qui a été reprise des années et des années, même beaucoup d'années plus tard, puisque je crois que ça a commencé à partir de 1800 ou quelque chose, quelque chose comme ça par là-bas. Et on est vraiment, alors oui, ça a été beaucoup utilisé par la politique et on l'associe encore beaucoup à l'époque. Oui, effectivement. Ouais. Et puis justement, par rapport aussi à ce que tu disais quelques instants avant, c'est-à-dire que c'est justement pour pas se mettre telle partie de la population ou de l'électorat ou ce genre de choses sur le dos. Et du coup, exactement. Oui, tout à fait.
Mais c'est pas forcément rassembleur, le politiquement correct. Je suis d'accord. C'est au contraire, c'est juste on veut être sûr d'être. Enfin, le politiquement correct justement en politique. Tu parlais du 19e siècle, c'est intéressant puisque c'est quand même une concentration de guerres quasi mondiales, des guerres de Napoléon III, donc qui vont opposer quasiment ce que vont être nos ennemis et nos alliés de la Première Guerre mondiale, donc jusqu'en 1870. Fallait être politiquement correct parce que sinon, t'as dit quoi? Mais je t'envoie les canons direct dans la gueule. Donc il y avait ce truc-là, effectivement, du politiquement correct pour sauver la paix, en fait, pour garder la paix. Mais on sait aussi, maintenant qu'on a la chance à peu près depuis 70-80 ans sur notre sol, en tout cas, d'être dans un pays en paix, le politiquement correct est plus dans... Avant, c'était pour la sécurité, c'était oh là là, on fait pas de vagues. Oui, bon, d'accord, Hitler à Munich, il était un peu limite, mais la paix, voilà. Du coup, ce politiquement correct, on le refuse aujourd'hui parce qu'on sait que ce politiquement correct a laissé les extrêmes s'installer au nom de la paix sur notre sol, au nom de... on veut pas que des pays s'affrontent, on sait trop bien ce que ça peut donner comme perte d'innocentes victimes et tout. Et du coup, bah, on a été tellement frileux à des époques phares et déterminantes qu'on ne peut plus accepter, après la Seconde Guerre mondiale, le politiquement correct, en France en tout cas. On le condamne très rapidement et on est très vigilant sur ça. Parce qu'on se dit, bah, on sait que le politiquement correct, ça peut être très dangereux, parce qu'on a l'histoire qui nous raconte ça. Donc. Mais je trouve qu'on le brandit un petit peu trop facilement. Maintenant, tu veux dire? Ouais. Ouais. Comme on brandit très facilement la liberté d'expression est bafouée. Et je trouve qu'il faut faire attention à comment on utilise ce terme sur le politiquement correct. Je trouve que c'est aussi comme quand on dit d'un... Je suis très bavard, pardon. Mais c'est aussi comme quand on dit d'un mec ou d'une nana qui suit les désirs et les caprices de son mec ou de sa nana dans le couple, on dit que c'est un canard. Et ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire de dire « Ah, t'es dans le politiquement correct, si ta nana ou ton mec te dit de faire ça, du coup tu vas le suivre pour garder l'harmonie de ton couple. » Et on montre du doigt ça. Et je trouve que c'est pas bien parce que, on se dit, mais pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur l'adage un peu hippie californien, dire « Mais ça fait de mal à personne ce qu'il fait. Je veux dire, et en quoi c'est condamnable qu'il ait envie d'être dans une préservation d'une petite harmonie mignonne, etc. Et je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça, on montre du doigt une parole comme ça, on brandit tout de suite le politiquement correct, comme s'il fallait tout de suite avoir une position radicale sur les choses. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans ça parfois. Je trouve que c'est pas grave d'être politiquement correct s'il faut continuer à alimenter le fait qu'il faut respecter les droits de l'homme, par exemple. Oui, c'est niais, c'est tout ce qu'on veut, mais ça me choque pas qu'on le répète, qu'on ait peut-être une parole un peu comme ça, qu'on attend un peu, tu vois, comme les films avec du grand sentiment, des films américains. Mais c'est vraiment en fonction des sujets, finalement. Ouais. Parce que, à force de lire, entre guillemets, par rapport à telle ou telle chose sur le politiquement correct, tu te rends compte que, est-ce que ça n'apporte pas sur certains débats une parole un peu creuse, que tu le disais, quelque chose de lisse, quoi. Ouais. Donc, finalement, c'est plus limite, voir plus la forme que le fond. Ouais. Et est-ce que sur certains sujets, alors autant sur certains sujets, on est d'accord que le politiquement correct, c'est important, puisqu'il y a des sujets, entre guillemets, plus graves que d'autres, mais après, est-ce que sur certains sujets, justement, ça n'empêche pas de pousser la réflexion, que ce soit, par exemple, j'en sais rien, moi, on pense, je lisais sur le mariage pour tous, tu vois. Ouais. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Je veux dire, c'est parce que si on est pour le mariage pour tous, t'as les gens qui seront contre, qui vont tomber dessus. Si t'es contre, t'as les gens qui sont pour, qui vont tomber dessus. Mais c'est pas que ça. Ça, c'est autre chose, c'est-à-dire avoir le courage de ses opinions. Tu peux avoir le courage de tes opinions et être taxé de politiquement correct, parce qu'une autre partie de la population va trouver que le fait de se rallier à cette pensée est politiquement correct. Alors que toi, tu es sincère dans ta démarche, que tu n'es pas dans une volonté de séduction. C'est juste, tant pis pour certains, mais je me reconnais dans cette pensée peut-être un petit peu relayée. Je pense à ça, puisque là, on est dans un climat assez intéressant, justement, de prise de parole des femmes. J'ai l'impression que là, il y a de plus en plus une tribune, il y a encore un boulot énorme à faire. Mais en France, je sens qu'on a envie de plus en plus. Ça y est, ça commence un peu à se décrasser un peu là-dessus. Et j'ai l'impression qu'effectivement, toute parole qui peut aller dans le sens de la protection du droit des femmes, de l'équité, etc., peut être pris comme une pensée un peu politiquement correcte en ce moment. De dire, ouais, il y en a marre en fait que les nanas soient pas au même niveau que les hommes. Beaucoup, là, sur ces paroles-là, diront, ouais, politiquement correct, ça va, le mec, c'est bon, il veut garder un public féminin, etc. Tu dis, oui, tu peux être en droit de le penser, il y a sûrement plein de gens qui le font pour ces raisons-là. Et quand bien même je le ferais pour ces raisons-là,
Le résultat, il est où, en fait? C'est que ça va réellement faire bouger les pensées. Les consciences, oui. Sur le fait que ces femmes-là souffrent et qu'il y a un vrai problème à régler. Donc si le politiquement correct, il se met au service de quelque chose qui va vraiment, en termes de mœurs, faire avancer les choses dans le bon sens, j'en ai rien à foutre d'être politiquement correct. Maintenant, effectivement, il faut être subversif quand c'est efficace, quand c'est important ou urgent de le faire. Et donc, c'est pour ça que le côté politiquement correct, en plus, c'est beaucoup brandi sur Internet, parce que c'est le royaume des conspirationnistes et des complotistes qui pensent que parce qu'ils peuvent dire sur Internet salaud, on nous ment, on nous a pas tout dit. Moi, je dis la vérité, hein. Moi, j'ai pas peur de le dire tout haut, et puis je peux vous dire que ça dérange. Et parfois, je me dis, mais espèce d'imbécile, tu crois vraiment que si tu dérangeais le pouvoir, ta chaîne YouTube, elle serait pas fait striker, que ta parole n'aurait pas été opprimée? Et ne serait-ce que par respect pour les gens à qui ça arrive vraiment, et des gens sur notre sol, ou des gens ailleurs, je trouve ça incroyable qu'on ait l'impression de ne pas être politiquement correct parce qu'on va développer des théories complotistes sur Internet. Et juste le simple fait qu'on n'ait pas beaucoup de gens qui soient réunis autour de cette cause, ça fait que, bah oui, forcément, ça dérange. Donc on est un groupuscule, on est minoritaire. Et ils ont perdu de vue, en fait, quelque chose, c'est que s'ils sont dans la conspiration, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils remettent en question le simple fait même qu'on puisse leur laisser dire ça sans qu'ils soient en danger de mort. Et ils font jamais cet effort-là. Ils ont toujours cette espèce d'orgueil mal placé de se dire « Non, moi, j'ai pas peur de dire que les gonzesses, ça nous font chier, qu'il y a trop de noirs en France, que tout ça, je suis pas politiquement correct. » Et tu fais « Bah en fait, t'es pas correct du tout, en fait. C'est pas une question de pas être politiquement correct. C'est qu'on s'en fout du politiquement correct. Ça ne veut rien dire, c'est une formule, en fait. C'est comme deux politiciens qui arrêtent pas de se dire « Mais écoutez, arrêtez la langue de bois, arrêtez le machin. » Tout le monde peut se taxer de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est la sincérité de penser, en fait. Et on confond ça souvent, je trouve, avec le politiquement correct. On a envie de t'amalgamer très rapidement dans le politiquement correct. Moi, ça ne me dérange pas quand c'est sincère de voir quelqu'un qui va peut-être faire un énième court-métrage sur la tolérance, sur le racisme, sur tout ça. Je pense que le film avec Viggo Mortensen, et malheureusement j'ai oublié le nom de l'autre acteur dans Green Book, c'est plein de grands sentiments. Je pense que ça raconte effectivement ce que c'est que d'aller contre les a priori d'une société qui veut que les Noirs soient inférieurs, et d'un artiste qui fait tout ce qu'il peut pour prouver le contraire, mais qui a aussi lui-même ses a priori parce que blessé par la communauté blanche, et donc on sent que ça raconte ça, ce point de friction où il faut bien qu'à un moment donné on s'entende. On peut se dire que c'est un film qui est dans une pensée politiquement correcte. C'est politiquement correct de dire faut arrêter de taper sur les Noirs, il y en a marre de la suprématie blanche. Voilà. Bah, ça me dérange pas en fait d'être politiquement correct dans ces cas-là. Et je trouve qu'il faudrait trouver un autre mot. En fait. Ah mais alors là justement, enfin après je comprends. Pour la sincérité. Ouais. Bah ouais. C'est ça. Parce qu'après, effectivement, j'entends le fait. Alors là, on est justement sur certains sujets qui sont quand même très importants et sur lesquels, oui, ça peut être mieux, c'est sûr, d'être politiquement correct. Mais est-ce que justement sur certains autres sujets, alors que ce soit par exemple la crise des Gilets jaunes qui est actuelle ou ce genre de choses, est-ce que justement, à force de vouloir être sur ce type de sujets qui sont sensibles sans pour autant être graves, est-ce que c'est pas un peu ennuyeux justement? Est-ce que le côté parole creuse, le côté pas de prise de position? Il n'y a pas de parole creuse puisque le débat existe encore. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens pour dire politiquement correct. Donc il y a la possibilité de réagir à ça. Et on est encore dans un pays... Non mais si tu le fais, tu te fais tomber dessus. Par une minorité ou une autre. Non, parce que en vérité, on n'a pas un si grand courage que ça. C'est-à-dire que quand on le dit soit caché derrière notre ordinateur, soit en groupe, en clan. Je veux dire, il n'y a jamais un mec tout seul qui s'est mis face à la foule des Gilets jaunes et qui a fait « Vous m'emmerdez !» Tout seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que... et heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire que quand c'est dans le sens positif, heureusement que ça fédère en fait à chaque fois. Toi, qu'est-ce que t'en penses En fait, tu parlais de l'engagement et ça m'a fait réaliser à quel point, moi, déjà, la politique, j'ai jamais trop compris, j'ai jamais su prendre parti, je sais pas à quelle idée j'appartiens, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je soutiens, vraiment, j'en ai aucune idée, j'ai beaucoup de mal avec ça, je sais pas pourquoi. Et je suis carrément du côté engagé sur ce que j'aime faire, ce que je fais, donc l'engagement se voit à cette échelle-là, plutôt sentimentale, pas politique, vraiment. Je sais pas trop quoi rajouter. Alors toi, par rapport à l'art, qui commence entre guillemets depuis quelques temps maintenant ta carrière artistique, qui touche que ce soit à la peinture, un peu à la vidéo, enfin voilà, à plusieurs choses.
est-ce que justement tu prendrais des engagements? D'accord, toujours dans le politiquement correct. Alors oui, est-ce que justement, juste est-ce que tu t'en servirais? Est-ce que tu te servirais du politiquement correct, ou est-ce que plutôt justement non? Alors, tu parles dans ma peinture? Je pense pas. Je pense que quand t'es face à ta toile, tu peins, tu fais ce que tu veux, comme quand tu veux écrire, comme quand tu veux faire quelque chose que t'aimes profondément. Et que ce soit bien pour les uns, oui. Il n'y a pas d'autre chose c'est exactement ce que disait Nicolas il y a 2 secondes. Voilà, mais voilà, c'est ça. Alors du coup, oui, si ça fait penser à quelque chose d'autre, à quelqu'un et tout, moi, désolé, non, je le vois pas du tout. Je voulais peindre une fleur, tu vois quelque chose d'autre, ok, pourquoi pas. Mais donc oui, je pense tout à fait qu'il y a cette bulle et que rien d'autre m'atteint. Après, j'écris un peu aussi. J'aime bien le slam. Et en fait, quand je slam, pareil, il y a des slams évidemment hyper engagés et c'est un peu un but du slam parce que c'est frapper, c'est l'idée de la frappe poétique. Mais pour moi, c'est vraiment juste sur mes problèmes, en fait. J'arrive à être inspirée et à écrire. Quand je me dis, putain, il y a quelque chose qui va pas bien avec moi, je me sens mal et tout, il faut que... Donc c'est tes émotions qui te dirigent. Tout à fait, ouais. Donc, par rapport à politiquement correct et l'art, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a cette grande distance, en fait. Ouais, il y a pas ça, il y a comme un mur. D'accord. D'accord, parce qu'en plus, c'est pareil, on dit politiquement correct, ça dépend des thématiques abordées. Bien sûr. Oui, tu parlais de l'art contemporain... tout est possible et à la fois rien, enfin d'un seul coup quelque chose va scandaliser, je me dis pourquoi plus ça qu'autre chose. Après il y a des artistes qui ont une démarche, qui ont vraiment une volonté de dénoncer, Picasso s'est pas dit tiens, allez je vais dire que c'est Guernica et que je vais dénoncer la guerre d'Espagne. Je pense que clairement il avait quelque chose en lui d'émotionnel, d'un traumatisme. Qu'il voulait faire sortir. Ouais. Mais c'est effectivement ça. Je pense que l'engagement d'un artiste, il est d'abord émotionnel. Ouais, il est révulsé par quelque chose, quoi. Après, à voir si ça s'inscrit dans l'époque, si quand dans 50 ans on regarde cette peinture ou ce texte, et ah oui, mais là, elle peut parler de ça. Donc en fait, c'est une question vraiment d'interprétation. Complètement, c'est hyper intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que je vais parler moi d'une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Blanche Gardin, qui parle beaucoup de ça, justement, sur le débat, sur les réseaux sociaux, etc. Elle dit, en fait, on ne donne pas sa pensée, on est en réaction. Voilà. Y a un attentat, il y a quelque chose de traumatisant, on va réagir tout de suite sur les événements. Et parfois, ta réaction sur un événement très traumatisant n'est pas forcément l'expression de ta pensée. Il y a tout un passage dans des spectacles qui parle de ça, et que je trouve très juste, c'est que on réagit beaucoup aux choses, alors qu'un artiste peut se laisser ce luxe-là, parfois, de laisser mûrir en lui l'impact d'un événement tragique ou traumatisant. Et comme tu dis, un peintre va peut-être peindre 40 ans plus tard sur quelque chose qu'il a vécu 40 ans plus tôt, ou sur quelque chose que son pays, ou sa nation, ou le monde a vécu. Ouais. Et d'un seul coup, il va retranscrire son vécu à lui, sa sensibilité d'artiste, sur un événement passé. Et parfois, c'est sur le moment. Et ça produit un effet particulier, justement. C'est que du coup, parfois, on est un peu victime de ce qu'on a donné aux autres, parce que on se dit, c'est vrai, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis senti obligé de réagir très vite à cet événement, que ce soit par la parole ou par les arts, alors que c'est pas ma pensée. Et Blanche Gardin dit ça beaucoup, elle dit, tu te retrouves à être obligé de justifier une pensée que tu n'aurais peut-être pas eu à froid, et tu te retrouves empêtré dans ne pas, dans un débat, ne pas subir le discrédit, alors qu'en fait, peut-être 6 mois plus tard, t'aurais non seulement peut-être pas dit ça, et mûri la réflexion. Mais t'aurais même condamné les gens qui auraient pensé comme toi. C'est juste que tu t'es senti obligé sur un événement de dire « faut que je tweete, faut que je réagisse, on attend de moi que je dise quelque chose ». Donc ça, c'est aussi le côté réseau, t'en parlais tout à l'heure, le côté Internet, le côté... Ouais, voilà. Et on nous demande de réagir de plus en plus, et ton exemple est intéressant parce que t'es une femme, et t'es une femme de 18 ans. 19, pardon. 19 ans. Donc en termes de majorité même électorale, tu as 1 an d'existence dans ta capacité à pouvoir faire un choix dans les urnes, par exemple. Et justement, il y a un abandon de la politique et du monde politique de plus en plus chez les générations qui arrivent, qu'il y a 2 choses, c'est que il y a de moins en moins d'illusions, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de choses comme ça, mais il y a aussi un manque de connaissance de l'histoire, en fait, de notre pays, de l'histoire en général. Moi, je sais que je ne m'intéresse pas à la politique politicienne d'un point de vue comme ça, où je suis fasciné par ça. Mais je sais aussi que je continue à... Moi, j'ai fait aussi partie d'une génération où
on n'était pas engagés de la même manière que nos parents, et ainsi de suite. Moi, mes parents, à 20 ans, ils étaient militants, et la question se posait même pas. C'était, il faut se battre, il faut y aller, il faut qu'on aille dans la rue. Ma mère, elle se battait avec des skins dans les années 80. Il y avait un truc de, il n'y a pas de choix, il faut y aller. C'est là aussi que dans les années 80, il y a eu les mouvements contre le racisme, le MRAP et SOS Racisme qui sont nés. Il y a eu un ras-le-bol à un moment donné, et pardon, je fais des petits rototos pour d'histoire géo, et il y a eu une parole à un moment donné où c'était le côté non, mais ça suffit, on ne va pas attendre que les politiques fassent des choses, on va s'organiser de manière citoyenne, en association, en groupe, en plein de choses. Et il y a eu aussi en même temps tous les mouvements de solidarité, de touche pas à mon pote, de solidarité SIDA, etc. Donc il y a eu un bel élan de ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Génial. Le mec s'est empêtré dans sa propre pensée, tu vois. Ça peut arriver. Pourquoi je suis parti sur ça ? Tu parlais de l'histoire et je rebondis sur ouais, c'est ça, de connaître l'histoire, voilà, ouais. C'est ça, c'est hyper important. Okay, alors c'est ça. De connaître l'histoire, c'est que je me suis rendu compte que, alors que je connaissais pas forcément la politique, c'est-à-dire les rouages de la politique, et même d'un point de vue éducation civique, exactement comment s'articule notre système politique, mais par contre, j'ai mieux compris en observant l'histoire comment se sont installés les mouvements politiques, comment se sont installés les divergences, et comment et à travers ça, du coup, la carrière des politiciens à travers ces mouvements-là. Et du coup, ça m'a permis, à défaut de trouver un leader qui représentait toutes mes opinions, ça m'a permis de commencer à dégager en tout cas une orientation. De se dire, ok, a priori, moi, c'est plutôt vers la gauche que mes idées sont à peu près représentées. Pourquoi, effectivement, c'est plus important de condamner l'extrême droite par rapport à l'extrême gauche ? Ça s'explique dans l'histoire. Parce que si tu prends juste parce que c'est des fachos, et parce que c'est des bolcheviks, si tu résumes l'histoire à deux événements... Ça tient pas. Et voilà, c'est comme ce qu'on disait sur le politiquement correct, c'est-à-dire qu'il y a un truc de... faut condamner le racisme, mais il y a des racismes contextuels, malheureusement. Je suis d'accord. Malheureusement, c'est-à-dire... je suis pas pour dire... Oui, par exemple, le débat sur Louis-Ferdinand Céline, de dire c'est un grand auteur, et je dis oui, c'est un grand auteur, mais il ne faut pas oublier que c'est un antisémite. Ça ne retire en rien à la carrière du gars, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a ces idées-là. Ça fait partie de l'histoire de France et de l'histoire de cet auteur. Il ne faut pas le dissocier, ça ne veut pas dire qu'il faut annihiler toute son œuvre pour cette raison-là, mais il faut le prendre en compte, parce que ça permet d'expliquer aussi une pensée, ça permet d'expliquer pourquoi il a fait tel ou tel choix dans son écriture. Et alors justement, c'est parfait que tu prennes l'exemple de Céline, puisque je parlais tout à l'heure du fond et de la forme, du côté parole creuse ou entre guillemets langue de bois, mais du coup, alors donc oui bien sûr, il assumait ses propos, et même si c'était pas les bons, au vu de beaucoup de choses. Et c'était politiquement correct de le dire à l'époque. C'est pour ça que le politiquement correct, faut s'en méfier. Mais pardon, excuse-moi. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est là-dessus que je voulais enchaîner. C'est que du coup, est-ce que, en fait, de se poser la question par rapport à Céline, puisque tu prenais en exemple, est-ce que c'est mieux justement qu'il se soit exprimé là-dessus, même si c'était pas le bon point de vue, ça c'est autre chose, mais est-ce que c'est mieux qu'il se soit exprimé là-dessus parce que du coup ça a fait avancer certaines choses, la perception qu'on a de ses livres et d'une partie de l'histoire liée de ce qu'il racontait, ou est-ce que justement il aurait mieux valu qu'il se taise ou entre guillemets qu'il ne le dise pas. On peut pas se dire ça parce que... Mais à côté de ça, derrière, il est taxé effectivement d'antisémite, ce qu'il était. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non mais bien sûr, mais moi, là, on a aussi ce débat-là en ce moment avec tous les balance ton port et tous les scandales qui éclatent, et heureusement que ça commence à éclater, sur faut dissocier l'artiste de l'homme. Effectivement, il ne faut pas tomber dans l'hystérie non plus, il faut dissocier aussi, faut différencier les délits aussi. Faut différencier, malheureusement, même si ça reste une agression, ce qu'a pu faire Louis C.K. ou ce sur quoi il a été attaqué, et ce qu'a fait Bill Cosby. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un geste condamnable, qu'il n'y ait pas une justice qui s'opère ou quelque chose, mais je trouve que le lynchage qu'a eu Louis C.K. par rapport à Bill Cosby, je me dis, mais là, on fait un amalgame des deux. Bien sûr qu'il faut être vigilant, bien sûr qu'il faut condamner ce qu'a fait Louis C.K. Mais si on me le met sur le même plan que Bill Cosby, en fait, on rend moins grave ce qu'a fait Bill Cosby en termes de comportement, d'agresseur sexuel, etc. Et donc, encore une fois, je me mets du côté des victimes. Quoi qu'il arrive, si la personne a été traumatisée par Louis C.K., elle est tout à fait légitime de l'exprimer, de le dire. Évidemment. Je dis juste qu'il y a le temps de l'émotionnel et le temps de la raison et de la justice. Et quand la justice se met au service de l'émotionnel, c'est très dangereux. Et pour moi, là, dans ce climat-là, il y a eu un petit peu de ça. Il y a eu une espèce
de boycott d'un seul coup pour Louis C.K., comme s'il était dans le même panier que Bill Cosby. Et c'est hyper dangereux aussi en politique, et ça rejoint ce que je dis sur l'ignorance. C'est que du coup, on va voir arriver, ça fait le 3e président qu'on a où on se tape ça, des Sarkozy égale Hitler, des choses comme ça, et je lui dis, mais vous êtes fous, quoi. C'est vraiment des moments dans l'histoire où on disait pas ça n'importe comment. Et du coup, de faire croire que ouais, Sarkozy, c'est pareil que les fachos, c'est pareil qu'Hitler, etc., ça fait de l'histoire une espèce de gros magma, où on fout tout et n'importe quoi. Du coup, la parole, elle est diluée là-dedans, et même la parole incorrecte ou correcte, et on ne sait plus, en fait. Et c'est ce qui fait que, du coup, toi, tu arrives à 19 ans là-dedans, et tu fais « Ah, vous savez quoi, ça pue, j'ai pas envie de m'en occuper, je vais essayer de suivre mon existence comme je le peux, en essayant de faire de mal à personne. » Et t'allais dire quoi par rapport au correct, pas correct ? Parce que c'est ça, en fait, il y a des choses qu'on a maintenant, et tu penses tout de suite que c'est une insulte ou que c'est quelque chose de mauvais. Alors que non, c'est juste ceci ou cela. Enfin, à la base, c'est un mot où ça désigne ça, et c'est innocent en soi. Mais à cause qu'un mot est chargé d'histoire, eh ben, il devient quelque chose de mauvais ou de péjoratif. Et puis ça, c'est incroyable. Bien sûr. C'est ce qui fait que, dans les années 80-90, le politiquement correct a fait que des blancs non racistes n'arrivaient plus à dire noir, tu vois. Voilà. Ils disaient black, renoir, black blanc beurre, tu vois. Ils trouvaient des formules parce qu'ils ne voulaient pas dire noir, français d'origine maghrébine ou juste français, ou voilà. Et ça a créé une espèce de discours où on a pris tellement de circonvolutions pour dire un mot très simple qu'on l'a chargé effectivement pour moi, c'est exactement d'un truc péjoratif et le politiquement correct. Mais c'est pour ça qu'en fait, pour moi, le politiquement correct, on peut le retourner contre les gens qui le brandissent, parce qu'en fait, à force, on a fini par formater une parole. Par peur d'être politiquement correct, on crée une autre grammaire qui devient elle aussi politiquement correcte, et c'est sans fin, en fait. Ce qu'il faut, c'est quand tu me demandais pour est-ce qu'il a eu raison ou pas, Céline, d'affirmer ses idées, ça existe, donc la question se pose plus, ça fait partie de l'histoire. Donc la question, c'est pas de refaire l'histoire. On va pas brûler tous les livres de Céline, c'est trop tard. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ça. C'est qu'est-ce qu'on en fait d'un point de vue héritage littéraire. Oui. C'est formidable, l'œuvre de Céline, c'est effectivement très bien écrit. Qu'est-ce qu'on en fait en termes d'héritage historique ? C'est Céline, grand auteur de son époque, qui a eu à un certain moment des idées condamnables, etc. Mais alors, après, sans transition, entre guillemets, sauf le politiquement correct, je reviens sur quelque chose de plus terre-à-terre, de plus actuel, même si effectivement, il y a beaucoup de choses liées à l'histoire par rapport à ça. Toi, Mar, est-ce qu'au jour le jour, tu utilises le politiquement correct ? Et si oui, de quelle manière ? Est-ce que tu fais attention, tu le disais au début, est-ce que tu fais attention quand tu croises telle ou telle, entre guillemets, population ou personne de... Oui, malgré moi, mais ça me fait penser à... Pour moi, c'est politiquement correct, c'est aussi socialement correct. Là, je suis avec vous, par exemple. Sans vous, peut-être je ne serais pas dans cette position. C'est quelque chose de entier et physique sur absolument tout qui te compose, ce que tu dis, ce que tu penses, comment t'es. Donc, tout est formaté à partir du moment où on est avec les autres, mais ça, c'est pas nouveau. Donc, je pense que je l'utilise, et une fois que je le réalise, peut-être que j'essaie de me dire non, j'ai pas besoin de dire ça ou d'agir comme ça, parce que faut que je prenne du recul. Donc malgré moi, oui. Bien sûr, je pense qu'on l'utilise tous. Ouais. Quand Kouchner, par exemple, crée Médecins sans frontières, on lui a tous reproché cette fameuse photo du sac de riz où il descend de l'avion dans le tiers-monde. Effectivement, c'est politiquement correct. Ça, c'est politiquement correct. C'est tout ce qu'on veut, c'est racoleur, etc. Mais le résultat, c'est quoi ? C'est qu'il a vraiment créé une ONG qui a été implantée dans le monde entier, qui a sauvé des vies. Il a réellement apporté de la nourriture à ces peuples-là, et il s'est servi des outils médiatiques qu'il avait à disposition pour rendre sa cause plus entendue et plus relayée, etc. Comme on se sert aujourd'hui d'Internet pour relayer une bonne cause. On l'a fait pour On est prêt, on l'a fait pour toutes les grandes causes là, qui ont été relayées en masse sur Internet. On passe par un discours peut-être un peu lisse pour rassembler justement autour d'une bonne cause. Mais quand justement Kouchner se sert de ça, se sert des médias et du côté publicitaire et donc commercial et donc un peu politiquement correct, il s'en sert pour une cause au service de l'humanité. Après, il a fait des saloperies en tant que ministre, il a eu des dérives liées au fait qu'il a pris la fièvre du pouvoir. Mais je trouve toujours dingue, en fait,
parce que lui, il a fait ce chemin-là, en fait. C'était un médecin urgentiste qui a fait ce chemin-là. Moi, ça me dérange pas si on sent que derrière, il y a un projet, en fait. Oui, qu'il y a surtout une conscience, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais, bah, je suis totalement d'accord. Marthe, si tu as quelque chose à rajouter. Non, j'écoutais, c'était... Bon, bah écoutez, parce que c'est vrai que le temps passe malheureusement très vite, beaucoup trop vite. On pourrait creuser encore plus ce sujet. J'ai envie de dire soyons politiquement corrects parce que ce sera toujours subversif pour une partie du monde. Et bah, c'est marrant parce que tu peux garder ça sur la phrase que j'ai enchaînée, c'est-à-dire que dans Discutant, on aime bien en fait demander une phrase, un principe, une citation, quelque chose que nos invités ont en tête, que ce soit lié à l'émission ou non, qu'importe. Et nous l'expliquer en 2-3 mots. Alors vas-y, commence. Maintenant, j'ai trop parlé déjà. Non, mais je réfléchis comme ça. Ok. Bonus. Moi, c'est une phrase qui me revient souvent en tête et qui est un moteur qui me sert finalement pour plein de choses dans la vie et dans ma vie de créateur, enfin d'artiste. C'est une réplique qui est dans un film de Claude Lelouch qui s'appelle La Bonne Année, que je vous invite à voir d'ailleurs, qui est super. Et Lino Ventura, en gros, le pitch, c'est Lino Ventura avec son acolyte fait un repérage pour faire un braquage de bijouterie à Nice. Et pendant qu'il fait ce repérage de bijouterie façon Ocean's Eleven, vraiment comme un professionnel, juste à côté de ce magasin de bijouterie de luxe, il y a un magasin d'antiquités qui est tenu par une femme, Françoise Fabian, et il va tomber amoureux d'elle en fait. Et donc en même temps qu'il va préparer ce casse, il va aussi essayer de séduire cette femme. D'accord. Et donc c'est génial parce que Claude Lelouch arrive à tenir les deux genres en même temps, c'est-à-dire une histoire d'amour et un film de casse. Voilà. Donc c'est un putain de film pour ça. Pour dire à quel point le film est dingue, Stanley Kubrick le citait comme ses 5 films de chevet, parce que pour lui c'était un bel exemple de ce que pouvait raconter la caméra en plus des personnages et de l'histoire. Bref, ça c'est pour la parenthèse cinématographique. Et la petite phrase de ce... Voilà, c'est que Ventura, donc mec de la rue, ancien tolard, braqueur de banque, tombe amoureux de cette femme ultra raffinée dans le monde de l'Antiquité à Nice, de la haute bourgeoisie niçoise, etc. Ils sont un peu en séduction, elle tombe un peu quand même sous le charme, et elle lui dit « Écoutez, je fête le nouvel an avec des amis chez moi, ça me ferait très plaisir que vous veniez avec votre ami. » Et donc il vient, il est en costard et tout, et là c'est entouré de snobs, de gros bourgeois niçois qui parlent du dernier film qu'ils sont allés voir au cinéma, et du dernier disque qu'ils ont écouté et tout. Et là il se tourne vers Ventura, qui lui est un peu largué, qui est un peu dans son assiette, et ils lui disent « Vous avez vu tel truc, non, vous avez lu les critiques ?» Et il dit « Non. » Et là ils se tournent vers lui, ils disent « Mais excusez-moi, mais si vous ne lisez pas les critiques, comment vous faites pour choisir vos films ?» Et là, il répond cette phrase, il regarde Françoise Fabian droit dans les yeux quand il dit ça, il dit un peu comme je vais recommencer, il dit un peu comme quand je choisis une femme en prenant des risques. Voilà, et je trouve cette phrase super parce qu'elle peut se résumer, on remplace femme par toutes les choses, c'est que c'est toujours une prise de risque, en fait, de faire quelque chose, c'est un engagement en soi, justement, la création, ou de faire les choses. Tout à l'heure. Et quand j'ai fait Détestable, je parlais de ça en fait. Je parlais du fait qu'on peut tout vouloir maîtriser, contrôler et tout. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'amour, parce que quand il va falloir dire à l'autre qu'on l'aime, même si on est l'homme le plus puissant du monde, on a toujours peur que ce ne soit pas réciproque. Marthe, et toi ta petite phrase de... Je vais juste sortir celle qui m'a inspirée sur mon argument de tout peut être tourné en insulte. Et c'est dans un livre que je lis en ce moment ce qui est serbe, Velibor Čolić, écrit en français. Un émigré serbe qui a dû reprendre le français à Rennes, je crois, et parce qu'il avait plus de pays à lui. Et donc... il disait, et donc il était dans un foyer alors que chez lui il avait reçu des récompenses pour ses écrits très connus, et puis là il n'est plus personne arrivé en France, et il dit « Avant la guerre j'étais un homme et maintenant je suis une insulte ». Et donc c'est ça qui m'a inspiré en ce moment. Voilà. D'accord. Et toi Vincent ? Moi je ne donne pas de citation, c'est l'avantage d'être... Non c'est vrai, je n'en donne pas. C'est la petite touche perso. C'est sympa hein ? Oui. Voilà, faites votre émission et puis vous pourrez faire ça. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Merci. C'était très intéressant. Ouais. J'espère qu'on pourra se refaire une autre discussion. J'espère ne pas avoir été trop politiquement correct. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez. On est là pour s'exprimer. Je pense clairement que j'emmerde un peu les gens qui disent que les autres sont politiquement corrects. C'est vrai que oui, a priori on est d'accord pour dire que c'est un terme très galvaudé et qu'il est un peu utilisé à bon ou à mauvais escient, et un peu pour ceux que ça arrange en fait finalement. Du coup, ça fait perdre de la valeur à ce que c'est vraiment que le discours dangereux quand il est politiquement correct. Mais je trouve ça dingue qu'on puisse être taxé de politiquement correct quand on dit juste, il n'y en a pas un peu marre en fait de mater les meufs comme des marchandises. Et là, elle fait, oui.
oui, c'est bon, ça va, on sait que tu veux te protéger et tout. Non. Et tu dis, oui, bon, bah, si tu veux, je veux me protéger. Désolé si j'aime pas cautionner la merde. Tu vois, il y a un moment donné, tu dis, ouais, enfin, bon, bah, c'est pas grave, bah, je suis politiquement correct, ça me bat. Tu vois. T'as bien raison, hein, je pense que tout le monde sera d'accord avec toi, vous serez d'accord avec lui et avec nous. Merci en tout cas, Nicolas, d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous de m'avoir reçu. Merci Marthe aussi d'être passée, c'est très sympa. Et puis à vous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau Discutons.